S'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attendait pas, chers spectateurs, c'était bien de voir Mad Max revenir sur grand écran. Parce qu'après 30 ans d'attente, on n'y croyait plus vraiment malheureusement. Et pourtant, il est là, il s'apprête à sortir en salle, Mad Max Fury Road. Et donc pour le coup, autant se permettre un petit regard sur les premiers Mad Max qui, pour le coup, sont assez intéressants parce qu'ils sont complètement différents les uns des autres. Allant d'un premier Mad Max complètement indépendant avec un budget dérisoire et des ambitions grandioses, à un deuxième Mad Max qui part complètement en délire mais qui assume totalement son coup et qui va jusqu'au bout, jusqu'à un dernier Mad Max 3 qui... on en parlera, mais qui était pas loin de la purge malheureusement et qui ne rendait pas du tout hommage au personnage. Et donc... regardons d'abord le premier Mad Max sorti en 1979, qui a tout de même mis 3 ans à débarquer dans les salles françaises, qui attendait la sortie du 2 pour débarquer dans les salles après plusieurs années d'interdiction, mais qui est donc sorti en 1979. Ce premier Mad Max, il nous raconte l'histoire de Max, un flic, on va dire, de la police du futur. Le film est un petit peu vague là-dessus, il dit dans un futur proche, et donc... ce policier, Max, va lors d'une arrestation tuer l'Aigle de la Route. Et le groupe dans lequel faisait partie l'Aigle de la Route va se mettre en chasse de Max et de sa famille. Un scénario toutefois assez basique, il faut bien le reconnaître pour le coup. Mais c'était ça sa grande force, tout simplement. C'est d'être basique, c'est d'être simple et d'être surtout violent. Parce que Mad Max, c'est avant tout une saga qui a toujours été violente, qui a toujours été hardcore avec le monde et qui a toujours vu le monde comme quelque chose de froid, de violent et de terne. Et avec ce premier Mad Max, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que le film se met en place dès les premières minutes avec une course-poursuite assez phénoménale. Et ensuite, il va poser une ambiance qui petit à petit va sombrer dans la folie complète. Et qu'est-ce que Miller voulait raconter avec une espèce de folie comme ça ? Il voulait raconter la décadence du monde, tout simplement. Mais pas avec des petits moyens, il voulait le faire de manière absolument folle, et pour cela, il a écrit un scénario où tout était limpide, où chaque décor transpirait la folie, où les personnages étaient sur la pente raide, étaient sur le point de tomber dans l'asile psychiatrique, et où les méchants étaient littéralement, eux, des fous totalement assumés, qui s'étaient évadés, enfin c'était complètement dingue. Le scénario était écrit à l'époque par James McCausland et George Miller, et on était typiquement là-dedans, quoi. C'est-à-dire que le scénario transpire la folie du début à la fin. L'intérêt du film était avant tout de nous montrer des personnages qui étaient tous à moitié fous, quoi. Si on regarde le personnage de Max, c'est le plus rationnel d'entre tous. Et c'est celui qui est le plus terre-à-terre. Mais il a des coéquipiers qui sont tous dingues. Le garagiste est complètement pété. Son pote à moto, il est à moitié cocaïné. Enfin, c'est un truc de dingue. Son capitaine, c'est un cuir-moustache en puissance. Enfin... tous les personnages sont dingues à part Max dans ce film. À part Max et sa famille, tous les personnages sont sur la pente raide. Il suffit de voir, même quand ils vont aller se réfugier chez une certaine tante May, la tante May à un moment finit avec un shotgun en train de menacer les mecs et vouloir leur tirer dessus. C'est dire si littéralement Miller et McCausland n'avaient pas pensé leur scénario comme quelque chose qui devait être glauque du début à la fin. Et là, on est typiquement là-dedans. Constamment, on nous rappelle que ce monde est fou, que ce monde est dingue et que ce monde n'a aucune possibilité de rédemption, de retour à la normale. Et que ce personnage de Max, lui, il est cette fine corde qui sépare la folie de la justice. Et malheureusement, même lui va tomber dedans lorsque sa famille va être tuée. Et il faut bien l'avouer, ce qui marque encore aujourd'hui et ce qui fait que ce film n'a pas pris une goutte, on va dire, niveau temps, et que c'est toujours aussi marquant, c'est sa peinture de la violence. Sa peinture de la violence, elle est extrême. Miller, il arrive avec une justesse absolument monumentale à nous dépeindre quelque chose de glauque et quelque chose de froid de manière constante. Enfin, quand on regarde le film, on ne peut pas rester innocent et faible face à cette violence, parce que malheureusement, le CSA, dernièrement, a revu sa censure et a interdit le film seulement au moins de 12, alors qu'à la base, il était interdit au moins de 16 ans. Ce moins de 16 ans avait quand même quelque chose d'important. Parce que, on a beau dire ce qu'on veut, il y a tout de même des scènes qui sont vraiment violentes et il y a des images qui sont marquantes dans ce film. Et Miller, il l'avait pensé comme ça, son long métrage, comme quelque chose qui, constamment, nous rappelait que la violence, elle pouvait apparaître de nulle part. C'est-à-dire que dès la première séquence, la violence ne vient pas forcément de la mort de l'Aigle de la Route. Elle vient d'un tout petit plan qui dure une fraction de seconde où on voit les yeux de l'Aigle de la Route sortir de leur orbite. C'est peut-être ça, tout simplement, la violence. C'est une image au fil d'un montage ou au détour d'une séquence qui va nous choquer, qui va nous marquer. Et il faut bien avouer que l'image la plus marquante peut-être, et
étrangement, c'est celle qui fait rire aujourd'hui parce qu'on n'ose pas montrer cette violence-là. Mais lorsque la femme et l'enfant meurent et qu'on voit cette chaussure et ce petit ballon d'enfant partir sur le bord de la route, c'est peut-être ça une image violente au final. C'est pas forcément le besoin de montrer un cadavre ou une énorme trace de sang, peut-être tout simplement un objet et rappeler que voilà, il s'est éteint quelque chose. Et à travers cette séquence-là, je pense qu'on tient tout le film. On tient l'idée même de Miller et ce qui va arriver à développer avec la suite. La violence, elle peut surgir de nulle part. Et là, on est typiquement là-dedans. Et puis, c'est impossible de parler de Mad Max sans évoquer Mel Gibson. Mel Gibson, il incarne Mad Max. Mel Gibson, dans ce premier film, il est cette figure de justice qui est sur la pente raide. Et il l'incarne avec une telle finesse. Et c'était son premier rôle à l'époque, donc c'était assez exceptionnel de voir ça. Mais avec une première performance, il impose un charisme et une présence absolument phénoménale, du début à la fin. On ne peut pas ne pas aimer Mad Max pour Mel Gibson, parce que Mel Gibson, c'est Mad Max. Mel Gibson, c'est ce film. Mel Gibson, il incarne ce personnage. Il incarne toute la violence et tout ce qui va jaillir par la suite de ce long métrage. Et c'est assez exceptionnel de voir cette performance-là. Et ce premier Mad Max, résultat, en 1979, c'était une vraie claque. C'était un vrai impact sur le spectateur. Personne ne s'attendait à voir ça sortir de ce cinéma, le cinéma australien, qui n'était pas très réputé à cette époque-là et grâce à Miller en plus ça ouvrira la vague de tous les cinéastes de cette zone-là, c'est-à-dire Australie et Néo-Zélandais. C'est-à-dire qu'on aura du Peter Jackson, on aura du David Michôd, on aura tout ça qui jaillira par la suite grâce à ce premier Mad Max. Ce premier Mad Max est assez énorme, rien que dans son ambition et dans ce qu'il a permis par la suite pour le cinéma australien. Et donc résultat, lorsque Miller a annoncé qu'il faisait une suite, on pouvait avoir des doutes et se demander quel serait le réel intérêt de cette suite.